Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 21 avril, je vous propose de commencer par revenir sur la visite d'État du président sud-coréen Lee Jae-myung en Inde et sur ses enjeux économiques. Chine ensuite, où l'ONG Human Rights Watch accuse le gouvernement d'intensifier la répression des fidèles catholiques. Nous irons ensuite dans le Pacifique pour évoquer les défis que pose la guerre au Moyen-Orient en matière d'approvisionnement en énergie aux petits États insulaires de l'océan Pacifique. On reviendra aussi sur les dégâts laissés par le typhon Sinlaku à Guam et dans les îles Mariannes du Nord. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique aux îles Fidji, où la question de l'identité fidjienne fait objet d'un intense débat au sein de la vie politique locale. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a achevé aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en Inde, la première d'un président sud-coréen en 8 ans. Lee Jae-myung, qui était accompagné de son épouse, de plusieurs ministres et d'une impressionnante délégation de 200 représentants des secteurs de la tech et de l'industrie, a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi et conclu plusieurs accords stratégiques avec ce dernier. Les deux dirigeants ont reconnu que les relations bilatérales étaient loin d'avoir atteint leur plein potentiel, malgré une hausse de 90% du montant des échanges bilatéraux depuis 2010. Ils ont ainsi affiché l'objectif de doubler les échanges bilatéraux pour atteindre les 50 milliards de dollars américains d'ici 2030. Lee Jae-myung a déclaré vouloir porter les relations avec l'Inde à un niveau, je cite, complètement différent, affirmant que l'Inde était passée du statut de marché de consommation à celui d'acteur clé de la production mondiale et des chaînes d'approvisionnement. Le président sud-coréen, qui a participé au Korea-India Business Forum, un rassemblement de 600 représentants gouvernementaux et dirigeants d'entreprises des deux pays, a appelé à combiner la force de l'Inde en matière d'intelligence artificielle et de logiciels avec la compétitivité de la manufacture sud-coréenne en matière de semi-conducteurs, de batteries, de voitures et de construction navale. Le conseiller en sécurité nationale, Wee Sung-lak, a déclaré que la visite de Lee Jae-myung en Inde marquait le début d'une diplomatie sud-coréenne tournée vers le sud global et créait un élan nouveau pour la coopération avec l'Inde, un pays à la croissance rapide de 1,4 milliard de personnes. Lee Jae-myung a aussi évoqué avec son homologue les difficultés des entreprises sud-coréennes installées en Inde et des PME souhaitant investir dans le pays, où se trouvent 12 000 résidents et 670 entreprises sud-coréennes, dont Hyundai Motor, Samsung ou encore LG. Selon l'ONG de protection des droits humains Human Rights Watch, la pression sur les catholiques chinois s'intensifie et l'accord conclu en 2018 entre le Vatican et Pékin sur la nomination des évêques facilite leur répression. L'ONG affirme que 10 ans après le lancement par le président chinois Xi Jinping de sa campagne de sionisation des religions, les communautés catholiques de Chine sont confrontées à un contrôle idéologique renforcé, à une surveillance stricte et à des restrictions de déplacement. La persécution religieuse est un phénomène ancien en Chine, et notamment depuis l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois, mais cette répression s'est accentuée depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en novembre 2012. La Chine, qui compte environ 12 millions de catholiques, a entrepris en avril 2016 une politique de sionisation des religions qui comprend notamment un contrôle idéologique par le Parti communiste chinois sur les contenus des homélies et l'aménagement des lieux de culte. Yalkun Oluyol, chercheur sur la Chine auprès de la division Asie de l'ONG, appelle le pape Léon XIV à revoir d'urgence l'accord signé en 2018 avec Pékin, qui selon lui aide la Chine à faire pression sur les communautés catholiques clandestines pour qu'elles rejoignent l'Église officielle. Pour rappel, les catholiques chinois ne sont pas autorisés à pratiquer leur foi en dehors des églises officielles, qui sont placées sous l'égide de l'Association patriotique des catholiques chinois, contrôlée par l'État.
Le chercheur appelle aussi le pape à exhorter Pékin à mettre fin à la persécution et à l'intimidation des églises clandestines, du clergé et des fidèles. La région Asie-Pacifique et notamment les pays insulaires du Pacifique est frappée de plein fouet par la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz qui a entraîné de fortes hausses des prix de l'énergie. Les îles Marshall ont déclaré il y a 3 semaines un état d'urgence économique de 90 jours qui comprend différentes mesures de conservation d'énergie. La présidente Hilda Heine a déclaré qu'en tant que pays qui dépend fortement des importations d'énergie, de matériaux et d'autres biens de première nécessité, ces augmentations des prix posaient un risque sérieux à la survie de la population. Pour faire face à l'incertitude en matière d'approvisionnement, les autorités ont récemment pris la décision de fermer les bureaux de services gouvernementaux non essentiels à 15 heures, une mesure qui vise à réduire la pression que subit la Marshall Energy Company, qui fait déjà face à une pénurie de carburant et à une hausse des prix, avec pour objectif de faire baisser de 30% la consommation d'énergie sur les 90 jours de cette période d'état d'urgence. La semaine dernière, c'était au tour des Tuvalu de déclarer l'état d'urgence de 2 semaines sur l'île de Funafuti pour faire face à un risque de pénurie d'énergie. Le gouverneur général des Tuvalu, Tofiga Vaevalu Falani, a invoqué l'instabilité croissante des systèmes de génération et de distribution de l'électricité sur l'île et a affirmé que la mesure permettrait au gouvernement de mieux contrôler l'approvisionnement et les services tels que les transports ainsi que la consommation d'essence et d'électricité. Le gouvernement a justifié l'état d'urgence par le besoin de maintenir la stabilité nationale et d'assurer un accès équitable aux services de première nécessité dans une période de risque accru. Le ministre des Transports, Simon Kofe, a déclaré la semaine dernière que l'approvisionnement en carburant n'était pas assuré au-delà du mois de juin, faisant craindre des pénuries à venir. Le super typhon Sinlaku a ravagé Guam et l'archipel des îles Mariannes du Nord, les 2 territoires américains dans le Pacifique, dans l'importation de pétrole officiel de la saison des typhons. Le carburant a aussi beaucoup augmenté dans d'autres pays et des vents violents, pouvant atteindre par exemple au Fidji et dans les îles Mariannes du Nord, et une pluie continue, détruisant les constructions comportant des matériaux non solides tels que la tôle, arrachant les toits et les panneaux solaires et inondant les maisons, laissant les habitants sans électricité. Fort heureusement, aucun mort n'est toutefois à déplorer. Le gouverneur de Guam, Leon Guerrero, a affirmé que le gouvernement travaillait activement pour permettre aux habitants de reprendre leur vie et leur travail. Le 17 avril, le secrétaire à la santé Robert Kennedy Jr. a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour les 2 territoires. Le secrétaire a aussi annoncé que les autorités coordonneraient leurs efforts avec les partenaires locaux et fédéraux afin de déployer des équipes sur place pour évaluer les besoins et apporter le soutien médical nécessaire. Au Fidji, la question de l'identité fidjienne continue de susciter des débats enflammés au sein de la vie politique de l'archipel. Le Grand Conseil des chefs, qui représente le peuple Itaukei, un mot utilisé pour désigner jusqu'à présent les habitants d'origine autochtone des îles Fidji, a proposé de réserver le terme de Fidjien aux habitants autochtones de l'archipel. Le Conseil a aussi proposé d'abolir le principe de sécularisme et de faire de l'archipel un pays officiellement chrétien. Des propositions qui s'inscrivent dans le cadre de discussions autour de la modification de la Constitution de 2013, voulue par le gouvernement de Sitiveni Rabuka, qui estime que cette Constitution restreint les droits des autochtones. Des propositions qui ont également provoqué une levée de boucliers, notamment au sein de la communauté des Indo-Fidjiens, ces Fidjiens d'origine indienne qui sont pour la plupart des descendants d'ouvriers amenés par les autorités coloniales britanniques entre 1879 et 1916 pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Ces ouvriers furent rejoints plus tard par des immigrants du Gujarat et du Punjab. En 2017, ils constituaient environ 38% de la population fidjienne. Mahendra Chaudhry, qui a été le premier Premier ministre indo-fidjien, a accusé le Grand Conseil des chefs d'encourager la division raciale dans un but électoral. Ratu Tevita Mara, fils du premier Premier ministre, a appelé à organiser une consultation pour déterminer une identité commune à tous les Fidjiens.
Le site d'information fidjivillage.com a indiqué que le Premier ministre Sitiveni Rabuka soutenait l'utilisation du nom fidjien pour tous les citoyens des Fidji. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.